Donner la parole au président Matomba, qui est bien sûr avec nous. Beaucoup ont parlé, lorsqu'on regarde l'histoire bien sûr de ce pays, on parlait d'ailleurs de complot international. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, complot international contre la République centrafricaine. Lorsqu'on voit la forte présence quand même militaire étrangère dans ce pays, mais à côté de cela, un paradoxe, l'insécurité qui a bien sûr animé pendant des années ce pays, les accords de coopération, l'embargo, comme l'a rappelé Jonathan Bateguele, mais on ne comprenait pas pourquoi, malgré tous ces acteurs, la présence de tous ces outils, le pays est resté dans l'insécurité jusqu'à un passé très récent. Et on parle de complot international. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser des questions là-dessus parce que les raisons, ou alors la raison, est tout trouvée. Le pays est un pays riche. Oui. L'insécurité n'existe que dans des pays riches. Prenez l'exemple des pays qui se construisent et qui se développent très rapidement. Oui. Vous avez des formes de banditisme évoluées qui arrivent subitement aussi. Au fur et à mesure qu'un pays se développe, il y a du grand banditisme qui arrive. Et vous avez donc, quand vous prenez cela, vous observez le Centrafrique, vous vous dites, pourquoi cette insécurité perdure, si vous voulez. Et vous vous rendez tout de suite compte que, en fait, le Centrafrique paye le prix de sa richesse. Vous n'avez pas une autre explication pour cela. Mais Madame Siké, je vais peut-être vous faire, c'est pas vous ramener dans l'histoire. J'aime souvent le dire, ce n'est pas la durée du temps qu'on fait en tant que pays indépendant qui développe un pays. Vous savez que Haïti a plus de 200 ans d'indépendance. Oui. Et Haïti est le premier pays noir à s'être battu pour l'indépendance. Savez-vous pourquoi aujourd'hui Haïti est considéré comme le pays le plus pauvre au monde? Le plus pauvre du monde, oui. L'insécurité est permanente à Haïti. Des coups d'État, des coups de force, des forces qui vont même intervenir. Mais aujourd'hui, Haïti est contrôlé par des groupes armés. Oui. Le Centrafrique a 65 ans d'indépendance. Depuis 1958. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Centrafrique se retrouve dans cette situation? Évidemment, il ne faudrait pas chercher loin. C'est les ressources. Et on aime à le dire, pour détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. Lorsque vous avez détruit le système éducatif d'un pays, vous avez donc des citoyens qui sont maniables, manipulables, parce qu'au-delà des attaques étrangères, lorsqu'ils arrivent, ils utilisent qui, selon vous? Les citoyens, des Centrafricains. Les étrangers arrivent, on est tous d'accord qu'il y a des étrangers qui viennent. Mais il y a des citoyens centrafricains qui ouvrent les portes, qui ne comprennent pas les enjeux, qui ont mis l'intérêt personnel devant au lieu de l'intérêt national. Et aujourd'hui, quand on observe, et je vais vous dire une chose, un État généralement n'a pas une durée de vie. Contrairement à une entreprise où on peut vous dire vous avez 99 ans et plus. Oui. Ou alors un être humain qui sait que voilà, à partir de 70, 80 ans, vraiment il faut déjà commencer à réfléchir comment. Mais un État n'a pas une durée de vie. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, c'est en réalité le résultat d'un bilan. D'un bilan des années d'indépendance jusqu'à ce jour, d'un bilan de la coopération depuis des années jusqu'à ce jour. Parce que lorsqu'on observe, depuis les indépendances, pourquoi est-ce que le Centrafrique est dans cette situation? La réponse est tout trouvée et est confinée dans ce document, ce projet de constitution. Oui. Ça veut dire que le Centrafrique a eu le courage que plusieurs pays n'ont pas. De dire à un moment donné, on s'arrête. Parce que ce n'est pas avec 200 milliards que vous allez construire le pays. Ce n'est pas avec 200 milliards que vous allez sécuriser 623 000 kilomètres carrés. Aujourd'hui, le pays qui sert de tutelle ou qui servait de tutelle au Centrafrique, c'est la France. 551 695 kilomètres carrés. C'est-à-dire, il est plus petit que le Centrafrique, mais c'est lui qui sert de tutelle. Oui. Comment vous expliquez ça? Entre parenthèses, il est dit qu'il est plus riche que le Centrafrique. Ce qui est une aberration. Ce qui est une aberration.
Pourquoi maintenir le Centrafrique dans cet état? Alors, la réponse aujourd'hui vient de ce projet de constitution qui, n'est-ce pas, a fait le bilan des années d'indépendance, de l'origine de l'instabilité, de l'insécurité, de l'appauvrissement, et est confiné donc dans ce document qui est le projet de constitution. Il fait aussi le bilan de la coopération. Parce que, voyez-vous, madame, c'est que votre question, elle est très pertinente. Qui sont ceux qui coopèrent depuis militairement avec le Centrafrique? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il y ait des groupes armés qui existent encore au Centrafrique, malgré cette coopération depuis plusieurs années? À un moment donné, le bilan se fait. Lorsque vous allez au Congo, vous avez la MONUSCO, comment on appelle ça là-bas? MONUSCO, qui est depuis plus de 20 ans. Mais c'est des foyers de tension. C'est des foyers et des foyers de tension. Vous avez la MINUSCA qui s'est installée complètement depuis plus de 10 ans en Centrafrique, mais c'est des foyers de tension. C'était des foyers de tension. Vous avez au Mali cette force aussi qui était de ce côté-là positionnée, elle va partir, elle va partir très bientôt. C'était des foyers de tension jusqu'à ce que le Centrafrique bascule vers un nouveau type de coopération pour réussir à sécuriser son territoire. Pourtant, des vieilles coopérations, en l'occurrence celle de la MINUSCA, de la France, y étaient depuis plusieurs années. Tout à fait. Mais des foyers de tension, des coups d'État, des ceci, des hommes armés arrivaient jusqu'aux portes du palais. Vous expliquez ça comment? Mais en réalité, aujourd'hui, le Centrafrique a fait donc un stop. Et les autorités éclairées se sont dit, il est temps de faire le bilan. Parce que si nous continuons dans cette lancée, 200 ans, nous trouverons dans une misère totale et les populations payeront le prix de ce qu'elles n'ont jamais cherché. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce que vous avez toutes les institutions, le docteur Yam citait ici la Banque mondiale, qui sont tout simplement des bras armés de ces pays qui ont décidé d'appauvrir nos pays. Parce que bien quand ils viennent, ils vous disent, on vient vous aider, on va vous donner tel. Mais après, ils viennent vous dire comment vous devez utiliser cet argent. Tout à fait. Pourquoi pensez-vous que nous ne parvenons pas à avoir des véritables usines de transformation dans nos différents pays? Ben, on vient nous donner de l'argent pour le fonctionnement, pas pour l'investissement réel. Et pourtant, nous avons besoin d'investir. Nous avons de la matière première. Quand vous prenez le cas de la France, c'est vrai que je n'aime pas trop citer, la France a 11 raffineries de pétrole et aucun puits de pétrole dans le pays, c'est ça. Vous expliquez, le pétrole qui est raffiné. Ça vient d'où? Est-ce que pour les matières premières? Est-ce que dans les pays où ce pétrole est tiré du sous-sol, ces pays ont des raffineries? La réponse est non. Non. C'est une exploitation. Mais en réalité, c'est parce qu'on a détruit ce que nous avions du cher, qui était notre éducation, pour nous asservir. On nous a présenté tout ce qui est immoral comme étant des valeurs. On nous a dit que c'est lorsque vous avez des grosses voitures que vous êtes respecté. On nous a dit que c'est lorsque vous avez une maison à Paris que vous êtes respecté. On nous a dit que c'est lorsque vous avez un passeport rouge que vous êtes respecté. En réalité, on a tué ce que nous avions à nous. Et nous avons donc ouvert la porte à ce type de banditisme, de terrorisme, parce que c'est le mot en fait que nous devons utiliser pour qualifier ce qui se passe ou alors ce qui se passait encore dans certains de nos pays et en particulier en Centrafrique. Donc aujourd'hui, la Centrafrique répond aux besoins de son peuple. Parce qu'à un moment donné, Madame Siké, même dans vos vies, vous vous arrêtez pour faire un bilan. Bien sûr. Si vous avez marché avec le doyen Parfait d'Homme depuis plusieurs années, et que vous vous rendez compte que le doyen ne vous a rien apporté dans votre vie, pourquoi vous allez continuer à marcher avec lui? Essayez avec le docteur Yam. Essayez avec Jonathan Batengene. Et essayez de voir. Ne vous dites pas en essayant, ça veut dire que vous devenez sous tutelle. Non. Vous devez avoir votre indépendance. Parce que les indépendances qui ont été, entre parenthèses, prononcées ou données dans les années 60, 58 et autres, en réalité, on se rend compte aujourd'hui qu'elles n'étaient pas véritablement des indépendances.
Parce qu'en réalité, contre-cœur. on s'appuyait sur une loi fondamentale qui nous empêchait de travailler véritablement dans nos différents pays. Oui. Et aujourd'hui, ce qui se passe est historique, que ne pas prendre part à ce qui se passe aujourd'hui en République de Centrafrique, ça veut dire que vous refusez d'être parmi ceux qui écrivent l'histoire. Laissez-moi vous relancer, Président Matomba, je vous en prie. Dans l'un de vos billets, vous avez l'habitude justement de publier, vous êtes revenu sur l'hypocrisie, entre autres, des puissances étrangères de ces différentes missions. Vous avez pris dernièrement le cas, ou alors l'exemple de ce qui se passe de l'autre côté de l'Ukraine avec ces différentes. Vous avez dit, vous pouvez, quand il s'agit des États occidentaux, entre autres, vous allez me corriger, on envoie, on forme justement les militaires de ces pays et on rentre, on renvoie ceux-là qu'on a envoyés, contrairement justement dans nos États africains où on envoie ces missions, comme le cas de la République centrafricaine, où ces éléments restent sur le territoire. On se rend compte que les militaires ou les forces de défense ne sont finalement pas formés. Là, c'est l'insécurité perdure. Donc, on voit, entre autres, une autre forme, en tout cas, d'hypocrisie, justement, internationale. Mais c'est loin d'être... le mot hypocrisie est beau. En fait, pour qualifier ce qui se passe, c'est du terrorisme. Ce sont leurs mots, il faut le leur renvoyer. Oui. Pour la simple raison, vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Oui. L'Ukraine est demandeur d'hommes pour défendre le territoire. Le territoire, oui. Tout le monde dit, on ne peut pas vous envoyer des hommes, on va vous envoyer des armes. On va vous donner de l'argent. On va former vos hommes. Ils ont même pris près de 2000 hommes pour former en Europe seulement. Pour parler de l'Europe. Tout à fait. Pour former en Europe. Mais lorsqu'il y a des problèmes en Centrafrique, on vous dit, vos hommes ne sont pas capables de gérer la situation. Nous allons venir vous aider. Sur place, oui. Pourquoi vous ne prenez pas 2000 hommes en Centrafrique, vous formez, vous leur donnez du matériel, vous leur donnez de l'argent, vous leur dites, luttez contre ceux qui viennent envahir votre territoire. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais lorsqu'il s'agit d'un pays qui se trouve, en tout cas, dans votre zone, vous estimez que non, ces hommes-là méritent plutôt d'être formés. La France en a formé plus de 300 Ukrainiens, tout récemment. Je vais vous épargner des milliards qui ont été investis. Oui, investis, oui. Vous pouvez me dire combien on a investi en Centrafrique pour lutter contre le terrorisme ici? Ou pour lutter contre les groupes armés? Non. On investit, on donne des moyens, entre parenthèses, aux armées étrangères pour venir lutter avec des insurgés, comme on peut les appeler, ou des rebelles. Parce qu'on ne les appelle même pas rebelles, mieux. On les appelle des groupes armés. Attention, politico-militaires. on les appelle des groupes armés, des groupes politico-militaires. Ouais. Là encore, regardez l'hypocrisie, n'est-ce pas, de cette communauté dite internationale. Ouais. Parce que lorsque la guerre se passe de l'autre côté, tout de suite, on dit c'est une agression d'un pays. C'est des terroristes qui attaquent. Mais lorsque ça se passe en Afrique, et surtout au détriment des intérêts de ces derniers, ils vous disent que non, c'est des groupes armés, il faut les écouter. C'est des groupes politico-militaires, il faut discuter avec eux. Mais chez eux, ils vous disent, on ne discute pas avec les terroristes. Madame Sike, je vais aller plus loin. Pour avoir une arme dans un pays, il y a des textes qui régissent cela. Un civil ne peut pas porter l'arme n'importe comment. Il doit avoir un permis de port d'arme. À partir du moment où vous portez une arme de façon illégale, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est qualifié comme un rebelle. Ou alors quelqu'un qui viole les tests et vous devez être arrêté. D'où vient cette histoire que vous avez des individus dans un pays qui portent des armes et on demande à ceux qui ont le droit, le pouvoir de les regarder, de discuter avec eux. De discuter. Au lieu de demander à ceux qui ont le pouvoir, au lieu de laisser ceux qui ont le pouvoir désarmer tout simplement ces derniers et les mettre en prison. On vous demande de discuter avec eux. Donc c'est important de dire qu'il y a une véritable hypocrisie et il faut le dénoncer. Il faut la dénoncer. Il faut que les uns et les autres comprennent que ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas continuer
à prendre les Africains pour des valets. Et le Centrafrique répond donc, par cette constitution, après avoir fait le bilan de tout ce qui se passe, répond aux problèmes liés au développement et à la sécurité. J'ai l'habitude de dire que nous avons notre premier problème en Afrique en général, c'est le problème de sécurité de nos frontières. Nous avons des frontières poreuses, avec 623 000 km². Si ce territoire était véritablement sécurisé, vous pensez que qui devait se permettre, n'est-ce pas, d'entrer avec une seule arme dans ce pays, depuis les frontières. Mais là, je pense que le Centrafrique est en train de résoudre ce problème. Mieux, Madame Siké, pour vous montrer combien l'hypocrisie n'a pas de limite. Chaque fois qu'on va vous dire dans l'un de nos pays, que ce soit le Centrafrique ou des pays voisins, qu'une exploitation minière va commencer dans telle zone et que des gens sont en train de mener des recherches, si ces gens ne sont pas de nationalité occidentale, plus précisément, vous verrez qu'il y a un groupe armé qui atterrit là-bas, qui arrache tout le matériel, qui tue des gens, qui fait ceci et cela, et qui instaure la peur pour que ces derniers puissent partir. Mais jusqu'à quand nous allons payer le prix des richesses qui sont les nôtres? Parce que le paradoxe, c'est de dire que le Centrafricain est pauvre et pourtant il est riche. Le paradoxe, c'est de dire que la Centrafrique est un pays pauvre et pourtant la Centrafrique est un pays très riche. Compté parmi les plus pauvres. Donc il est important aujourd'hui de dire que ce projet de constitution, je ne dirais pas assez, est une réponse au véritable développement et à l'indépendance du Centrafrique. Je voudrais rebondir. Justement, vous avez passé en revue la genèse de l'histoire politique en République centrafricaine, caractérisée par les différentes crises sociopolitiques en Centrafrique, qui aujourd'hui éternisent le pays dans le socle du sous-développement. Je voudrais tout simplement rappeler qu'au lendemain de la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPRR au Soudan, discuter de fond en comble avec les leaders des groupes armés, signé le 6 février 2019, si j'ai bonne souvenance, en République centrafricaine, on devait procéder à la dissolution des groupes armés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne devait plus parler de groupes armés. Malheureusement, ces groupes armés sont encore opérationnels et continuent à œuvrer auprès de la paisible population. Alors, comment expliquer tous ces engagements pris au niveau de l'accord politique de paix et qui n'est pas respecté malgré que le gouvernement a fait son pas pour intégrer, même si vous voyez au sein du gouvernement, il y a des représentants de groupes armés. Le gouvernement à 99% a pu appliquer à la lettre ces engagements. Compte en ce qui concerne les groupes armés, nous continuons aujourd'hui à suivre la désolation au sein de la population. Comment expliquer ce phénomène? Vous savez, la réponse est simple. Dans une guerre ou dans une bataille, dans une lutte, j'aime souvent le dire, si un groupe veut lutter et l'autre ne veut pas, il n'y aura pas de lutte. Ça veut dire que lorsque vous sentez qu'en face, il y a un fort, si vous vous sentez faible, vous n'allez pas à la bagarre et puis c'est fini. Le gouvernement, il ouvre, il dit, venez, on s'assoit, on construit le pays. Mais de l'autre côté, ils ont des soutiens dont ils estiment qu'ils sont au-dessus du gouvernement. Des intentions cachées. Ça veut dire qu'ils restent, ils résistent parce qu'ils sont soutenus. Et pour eux, ceux qui les soutiennent sont au-dessus, n'est-ce pas, de l'État centrafricain. C'est simple. Je vous prends un exemple. Il y a quelques jours, j'étais dans un avion et puis j'ai rencontré, en passant, je ne vais peut-être pas le citer, un humanitaire qui travaille en République centrafricaine. Curieusement, il me dit, nous, on n'est pas très intéressés par le référendum. J'ai dit, et pourquoi? Il dit, non, nous, on soutient les élections, mais pas le référendum. Il dit, mais le territoire est véritablement contrôlé maintenant par le pouvoir. Il dit, oui, mais tu sais, nous, on discute très bien avec les rebelles. J'ai dit, ah, vous discutez avec les rebelles? Oui, mais ils ont les téléphones qui sont connus. Nous, on a les téléphones. Quand on va aller mener une action dans un territoire qui contrôle, on les appelle. J'ai dit, ah, vous les appelez? Il dit, oui, c'est comme ça que ça se passe. On les appelle et puis ils nous donnent l'autorisation. On en... Mais vous savez, l'un des premiers éléments
pour réussir à sécuriser le pays, c'est fait partie de tous ces gens qui disent qu'ils sont venus aider le pays. Et le pays, depuis toujours, est plongé dans l'instabilité et l'insécurité. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas intérêt à ce que le pays se stabilise parce qu'ils vivent de ça. C'est leur intérêt. Non, ils vivent de ça. C'est leur travail. En réalité, si le pays se stabilise aujourd'hui, vous connaissez combien de personnes vont perdre l'emploi? Oui, mais parce que au niveau des Nations Unies, au niveau de la MINUSCA, il faudra réduire le nombre de personnel. C'est le cas des humanitaires. C'est des milliers de personnes qui vont perdre de l'emploi. Il faut donc les maintenir, il faut les garder, il faut créer des foyers de tension pour que ces derniers puissent exister et résister. Effectivement. Et par conséquent, entretenir donc ceux qui sont considérés comme étant des groupes rebelles. C'est pour ça que lorsque ce projet de constitution que j'ai pris le plaisir de feuilleter, de lire, de fond en comble, je comprends que la République centrafricaine a décidé, n'est-ce pas, de résoudre ce problème, définitivement. Parce que, voyez-vous, je suis persuadé d'une chose. Après l'adoption de cette constitution, des grandes choses vont se passer concernant la sécurité de ce pays. Des grandes choses vont se passer. Et il est inadmissible aujourd'hui que des gens décident et vous disent on vient demain parce que vous n'avez pas la possibilité de gérer la sécurité dans votre pays. Ils s'installent, ils font 10 ans, 20 ans, 30 ans et vous n'êtes pas en sécurité. Donc c'est important de dire que ces groupes armés résistent parce qu'ils ont des soutiens. Et ces soutiens, à partir du moment où on les a identifiés, on les met hors d'état de nuit, les groupes armés vont disparaître. Merci à vous.